Donc, bonjour à tous. On est ravis d'être avec vous cet après-midi pour vous parler d'épargne au regard des ambitions de durabilité et de transition. Je me présente, je m'appelle Sandrine Mouret, je suis responsable développement et fonction clé de gestion des risques au sein de la compagnie d'assurance vie Quorum Life. Et je vais laisser la place à Sylvain. Merci. Bonjour à tous. Donc pour ma part, c'est Sylvain de Trullo et je suis directeur associé chez Accenture Risk Insurance. Donc effectivement, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, on vous propose une réflexion autour de la compatibilité entre l'offre d'épargne en assurance vie et les enjeux long terme, notamment en matière de durabilité. Donc en termes de déroulement, ce qu'on vous propose, c'est une rapide introduction pour justement rappeler quels sont ces fameux enjeux long terme en matière de durabilité et en quoi l'assurance vie a un rôle à jouer dans l'atteinte de ces objectifs. On continuera ensuite avec une présentation de l'offre actuelle épargne en assurance vie, notamment au travers d'une rétrospective intéressante sur la dynamique des dernières années, notamment pour comprendre l'actualité du fonds en euros. Et justement, sur le fonds en euros, il sera l'acteur de notre deuxième partie, puisqu'on regardera notamment certaines limites lorsqu'on regarde les investissements long terme, et notamment pour atteindre nos fameux objectifs. Et dans une dernière partie, on verra les alternatives possibles. Donc, en ce qui concerne les enjeux climatiques, les ambitions qui sont ciblées ici dans ce slide découlent directement des initiatives politiques à grande échelle, les différents sommets qui se sont tenus pour traiter l'urgence climatique, avec notamment, en point de départ, notamment les protocoles de Kyoto. Alors bien entendu, on ne va pas pouvoir présenter les objectifs de chacun de ces sommets lors de cet atelier. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est bien entendu les accords de Paris, avec un objectif à l'échelle mondiale de limiter le réchauffement planétaire bien en dessous de 2 degrés à horizon 2100. Et puis, plus récemment, la déclinaison de cette trajectoire au niveau européen avec les accords du Green Deal, et notamment avec un objectif de faire de l'Europe le premier continent neutre carbone à horizon 2050, et une étape intermédiaire, l'objectif 55, qui vise à réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre par rapport au niveau 90 à horizon 2030. Donc ce qu'il faut retenir sur ces objectifs, c'est que leur atteinte passe nécessairement par la transformation d'une économie en une économie durable. Et cette transformation, elle a besoin d'être financée. C'est ce qu'on appelle communément le financement de la transition écologique. Et qu'est-ce que ça sous-entend derrière ? De réorienter les capitaux vers la modernisation des infrastructures, le développement des technologies vertes et renouvelables, et tout simplement accompagner les sociétés à se transformer de l'intérieur et à réduire leurs émissions. Alors, vous vous en doutez, c'est très compliqué de chiffrer ces besoins de capitaux. Il y a une multitude d'études qui existent sur le sujet. À titre d'information, on a choisi ici de reprendre le montant retenu par le Trésor en 2024. Donc une estimation pour atteindre les objectifs de la France à plus 100 milliards d'euros vers des actifs bas carbone par an, donc supplémentaires en brut à horizon 2030. Bien entendu, dans cette transformation de l'économie, la réglementation a un rôle crucial à jouer. Effectivement, le régulateur se doit de structurer cette finance durable et surtout d'éclairer cette réorientation des capitaux vers les actifs durables. Donc elle le fait au travers d'un certain nombre de règlements, notamment au niveau européen, et ces règlements vont bien entendu s'intensifier au fur et à mesure de la trajectoire. Alors aujourd'hui, encore une fois, je ne vais pas pouvoir présenter l'ensemble des règlements, ça ferait l'objet d'un atelier à part entière, et je crois bien d'ailleurs qu'il y a un atelier aujourd'hui sur la CSRD. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils s'inscrivent tous au niveau, dans un socle commun avec des objectifs très ciblés. Par exemple, la taxonomie verte vise à définir ce qui est une activité durable et ce qui ne l'est pas. CSRD et SFRD sont des normes de communication extra-financière pour les sociétés et les acteurs des marchés financiers et qui visent à promouvoir la transparence en matière d'intégration de critères ESG dans l'activité. Et puis on a également l'intégration des critères ESG dans des réglementations déjà existantes. On peut penser notamment à DDA, Solvabilité 2, MIF 2 et bien d'autres à venir. Au niveau local, on a aussi des initiatives de régulateurs.
On pense notamment à la loi énergie-climat, enfin son article 29 pour être plus précis, qui a également aussi une norme de communication extra-financière et qui concerne le secteur de l'assurance, avec notamment la nécessité de communiquer notamment sur la stratégie d'alignement avec les accords de Paris. Et puis on a aussi des réglementations qui vont viser directement la structure de l'offre de l'assurance vie, avec la loi Pacte dans un premier temps, suivie de la loi Industrie verte plus récemment. La loi Pacte proposait déjà une obligation de référencement d'actifs durables et la loi énergie verte va plus loin puisqu'aujourd'hui elle oblige le référencement dans les produits de l'intégralité des labels reconnus par l'État français. Et elle ira aussi également plus loin en voulant réorienter les capitaux vers le financement de la transition des PME ETI au travers notamment l'intégration d'un minimum d'actifs non cotés dans les grilles de gestion dynamique de l'assurance vie et du PER, mais on aura l'occasion d'y revenir. Alors, si la réglementation française s'intéresse à l'offre d'épargne dans l'assurance vie, c'est bien entendu que l'assurance vie a un rôle à jouer. Donc, je parlais tout à l'heure de réorientation des capitaux, donc capitaux publics bien entendu, mais également capitaux privés. Et en France, on a la chance d'avoir une épargne assez conséquente qui représente quasiment 18% du revenu brut, dont un tiers se trouve en assurance vie et dont environ 75% sur le fonds euro. Ce qui fait des assureurs vie, des investisseurs institutionnels de premier plan quand on parle de financement de la transition écologique en France. Du côté des assurés, les récents sondages démontrent également un intérêt grandissant sur l'impact de leur investissement en termes d'enjeux climatiques. Récemment, la 6e vague du sondage IFOP évoquait 60% des Français qui accordent de l'importance à l'impact environnemental de leur placement et un Français sur 3 prêt à investir dans un fonds labellisé ISR si on venait à lui en proposer. Et ces sondages, néanmoins, montrent aussi que les assurés sont un petit peu perdus dans l'offre, voire pour certains un petit peu méfiants sur l'efficacité réelle des actifs qui leur sont proposés. Donc, pour conclure sur cette introduction, on a donc un besoin évident de capitaux. On a des capitaux privés tout de même en France, et puis on a des attentes de la part des assurés. Et donc finalement, la question qu'on propose ici, c'est est-ce que l'offre épargne permet de concilier ces trois axes ? On va commencer par une petite présentation de l'offre actuelle, et comme je disais, au travers notamment d'une rétrospective de ces dernières années sur l'offre épargne de l'assurance vie. Donc on va se repositionner en 2019. Alors pour ceux qui s'en rappellent, on est à ce qu'on pourrait appeler l'apogée des taux bas. Ça fait 6 ans que les taux sont durablement bas. Le rendement du fonds euro ne fait que baisser. Donc perte d'attractivité pour l'assurance vie, baisse des marges pour l'assureur. On a l'OAT 10 ans qui franchit, donc qui est en territoire négatif, et donc une garantie en capital qui coûte très cher sur la solvabilité des assureurs. Dans ce contexte, on a globalement un consensus du marché sur le fait que l'offre d'épargne d'assurance vie doit se transformer. Alors certains vont jusqu'à parler de la fin du fonds euro tel qu'on le connaît. Globalement, le consensus il est surtout autour d'une chose, c'est qu'il faut revoir le couple rendement-risque de l'assurance vie et intégrer davantage d'unités de compte dans les produits qui sont offerts. Il y a un certain nombre de mesures qui sont mises en place par le marché. On se rappelle notamment de l'arrivée des barrières à l'entrée, c'est-à-dire le refus par l'assureur, les assureurs refusaient 100% de la prime euro, 100% de la prime sur le support euro, une obligation d'avoir une partie minimum sur les UC, des fois associée à des opérations de PB bonifié, c'est-à-dire qu'en fonction de la part du C, on avait une PB bonifiée sur le fonds euro, et on a bien entendu le développement de la gamme UC et notamment de la gestion pilotée pour certains acteurs. On a aussi du mouvement côté réglementation avec la loi Pacte qui introduisait deux produits, un plutôt qui venait se faire ressusciter, qui était l'eurocroissance avec une version simplifiée et qui, de par sa garantie à terme, travaillait le couple rendement-risque, un produit qui a assez peu marché à son lancement compte tenu du contexte économique, et un produit PER qui, de par sa gestion pilotée jusqu'à l'âge de retraite, introduit davantage du C dans le fonds.
un produit qui, pour le coup, a très bien marché et qui continue encore de très bien performer en 2023. 2022, remontée brutale des taux. Donc là aussi, je ne vais pas revenir sur les conséquences, mais vous l'avez sûrement en tête. D'abord, un effet inflation suite à la reprise d'activité post-Covid et une instabilité géopolitique. Réaction de la Banque centrale et augmentation donc, du taux sans risque. Avec notamment une variation d'environ 300 bips à l'échelle d'un an. Donc c'est effectivement une situation inédite et elle plonge les fonds euros dans un contexte concurrentiel sans précédent. En fait, le fonds euro est à la fois mis en concurrence sur les taux courts et à la fois sur les taux longs. Dans ce contexte, et avec en plus des portefeuilles financiers en moins-value latente, les assureurs sont soumis au risque de rachat. Et le premier levier naturel qui apparaît pour les assureurs, c'est de jouer sur la collecte. Pour, d'une part, diminuer la collecte, la décollecte en termes de flux, et d'autre part, jouer sur la dilution du portefeuille de placement. Donc en 2023, en 2024, on a vu un certain nombre de mesures par le marché pour inciter à collecter de nouveau sur le fonds euro. Alors déjà, l'arrêt des barrières à l'entrée, c'est-à-dire que la plupart des assureurs sont revenus sur le fait qu'on pouvait investir 100% sur le fonds euro. On a vu aussi le retour de TMGA positif, c'est-à-dire des taux garantis annuels supérieurs à 0% sur le fonds euro. Beaucoup de programmes de participation aux bénéfices bonifiés, c'est-à-dire donc de l'APB bonifiée en fonction de la part UC. Et on a vu même de l'APB bonifiée sans minimum d'investissement sur les UC. Donc des politiques quand même assez fortes. Beaucoup d'activités, bien entendu, commerciales, que ce soit en B2B ou en B2C. On l'a vu en fin d'année aussi, les acteurs du marché qui n'ont pas hésité à utiliser la PPE pour servir un taux de rendement attractif qui a pu se hisser en moyenne à 2,6% sur le marché. Et puis, alors même si ce n'était pas pour forcément contrer les rachats, on a vu aussi des lancements de nouveaux fonds euros, notamment sur des acteurs historiques qui disposaient déjà d'un fonds, mais généralement dans une stratégie de non-mise en concurrentiel du fonds historique. Donc pour terminer ce panorama, on se pose la question de l'impact sur la collecte. Alors je tiens quand même à préciser qu'il est très difficile de faire une corrélation directe entre les mesures du marché et la collecte, puisque c'est régi par aussi d'autres dynamiques, et notamment sur les unités de compte. Néanmoins, quand on regarde la collecte brute 2023, donc uniquement le niveau des primes, le bilan est très satisfaisant sur l'assurance vie. En fait, la collecte 2023, elle a battu un record et c'est la première fois dans l'histoire de l'assurance vie qu'elle dépasse le seuil de 150 milliards d'euros. Et elle est principalement portée par les UC qui ont fait plus 7%, mais la collecte brute sur le fonds euro est également en hausse sur l'année 2023, plus 4%. Alors forcément, ce bilan il est contrasté quand on regarde la collecte nette avec l'intégration des prestations sur le fonds euro. Donc là, on a vraiment deux effets. Un fonds euro en décollecte d'environ 30 milliards et une partie unité de compte en collecte nette positive de 32 milliards. Donc on a quand même une collecte nette positive sur 2023 et qui démontre encore une fois la résilience de l'assurance vie et le fait que le fonds euro est un produit très apprécié et plébiscité par les assurés. Et cette tendance, elle est encore plus frappante quand on regarde le premier trimestre 2024, notamment sur la collecte brute. Donc là, la collecte, elle continue à battre des records, et cette fois-ci, elle est portée par l'euro, ce qui est assez frappant. Donc c'est l'euro qui domine la part de collecte, la dynamique de la collecte du premier trimestre. Et avec des prestations en baisse, et en mars, on a, pour la première fois depuis novembre 2021, une collecte nette sur l'euro positive. Donc il se passe quand même quelque chose. Alors on voit que la part de l'UC dans la collecte brute est en baisse. De là à dire que c'est parce que les assurés reviennent en masse sur le fonds euro, c'est un petit peu tôt. Néanmoins, notre conclusion, c'est qu'il faut bien entendu se réjouir de ce qui se passe sur le fonds euro. En revanche, il nous convient de rappeler que ce fonds a des limites, notamment en termes d'investissement long terme et notamment au regard de nos objectifs de durabilité. Alors, dans cette deuxième partie, nous allons mettre en avant le fait que le fonds euro possède des limites qui sont inhérentes finalement à son mécanisme et qui peuvent poser problème en termes d'objectifs de durabilité et d'attente pour nos assurés.
On observe 3 types de limites. Une limite en termes de gestion des risques. Donc, depuis quelques années, on observe la difficulté finalement de piloter le fonds euro sur une vision long terme, avec une réactivité des assureurs à inciter ou non à la collecte du fonds euro plus ou moins forte. Et on va vous expliquer pourquoi. La deuxième limite, c'est une limite de valeur, donc par rapport aux perspectives de rendement limitées sur le long terme du fonds euro. Et pour conclure, des limites en termes de politique d'investissement. En fait, le fonds euro a de fortes contraintes en termes de politique d'investissement, notamment au regard des garanties qui lui sont associées et qui en font finalement un produit très coûteux en termes de capital réglementaire. Donc si on commence par la gestion des risques. Les conditions économiques peuvent amener à des risques différents en fait, pour nos assureurs. Et on remarque ces 10 dernières années qu'il y a eu des situations, par exemple, de taux complètement différentes. Donc, quand on était dans une période de taux bas, ce qui pesait vraiment pour les assureurs, c'est finalement la garantie en capital. Ça allait avoir des impacts sur la solvabilité, les perspectives de rendement du fonds euro et les perspectives de marge pour l'assureur. Inversement, lorsque la remontée des taux est arrivée, c'est plutôt l'option de rachat qui va devenir finalement un risque pour l'assureur. On dit que l'option de rachat passe dans la monnaie. Ça veut dire que les assurés ont tout intérêt finalement à racheter leur contrat puisque à niveau de risque équivalent, il existe sur le marché finalement des produits plus rémunérateurs. Pour gérer ces risques de taux, de manière générale, les assureurs vont utiliser finalement leur gestion active-passive en cherchant à avoir un gap de duration fermé. Donc ça veut dire quoi avoir un gap de duration fermé? Ça veut dire finalement trouver la duration de son actif qui permet de compenser l'impact sur ses fonds propres par rapport à une variation très faible de taux. Et mes derniers mots sont importants puisqu'on va calculer ce gap de duration par rapport à une variation faible de taux, alors qu'en réalité, parfois, ce n'est pas forcément une variation très faible de taux qu'on observe sur le marché. Et du coup, en pratique, cette gestion du risque par l'ALM peut sembler un peu limitée. Donc ce qui se passe, c'est que finalement les assureurs vont plutôt jouer sur la collecte pour gérer ce risque de taux. Et on va rentrer dans ce que moi j'appelle un on-off sur la collecte, c'est-à-dire lorsque les taux sont bas, les assureurs mènent des campagnes pour restreindre la collecte, et inversement, lorsque les taux sont hauts, les assureurs mènent des campagnes pour inciter à la collecte. Donc, bien que nécessaires, finalement, ces changements de position ne renvoient pas l'image d'une stratégie long terme sur le fonds euro et pourraient avoir un impact sur la confiance de nos assurés. La deuxième limite, c'est une limite en termes de valeur. Donc là, l'idée, c'est de regarder finalement la performance potentielle d'un support en euros. Donc quand on regarde sur les 15 dernières années, ce qu'on peut apercevoir, c'est que finalement, le fait d'avoir une garantie en capital et un besoin de liquidité important, ça peut jouer sur la performance des supports en euros. Inversement, introduire finalement du risque, potentiellement avec les unités de compte, permet d'avoir un couple rendement-risque plus favorable à nos assurés et donc d'aller chercher finalement un peu de performance et un peu de rendement. Alors, je modère quand même mes propos puisqu'on sort d'une période de taux extrêmement bas et donc aujourd'hui les taux remontent et donc les perspectives de rendement du fonds euro ont déjà commencé et visent à s'améliorer. Ce qu'il faut retenir quand même, c'est que néanmoins, investir 100% finalement sur le fonds euro sur le long terme, ça pose la question du couple rendement-risque et les assureurs devraient continuer à conseiller de diversifier le portefeuille de nos assurés. Pour la politique d'investissement. Merci Sandrine. En ce qui concerne la politique d'investissement, on constate également des limites par construction sur le fonds euro. Donc c'est bien connu, le fonds en euros investit majoritairement sur des obligations donc émises par des États et des émetteurs privés à environ 75%. Et 25%, la poche diversifiée intègre de la trésorerie et des actifs risqués, notamment de l'action et de l'immobilier. Si cette structure d'investissement est aussi rigide, c'est pour deux raisons principales. La première, elle est assez naturelle. Pour
pour honorer ses garanties en capital et en liquidité, eh bien, l'assureur est obligé d'aller trouver des actifs assez peu risqués et puis aussi liquides. Et la deuxième, c'est qu'on a aussi l'impact du cadre prudentiel, puisqu'effectivement, Solvabilité 2 va pénaliser en capital les actifs qui sont volatiles. On pourra aussi rappeler que concernant la politique d'investissement, bien entendu, elle est encore moins rigide en période de taux bas, puisque les garanties, notamment en capital, coûtent encore plus cher. Compte tenu de ces spécificités, quelle place dans le fonds euro pour aller chercher des actifs verts ou durables ? La première classe, les green bonds, sont de loin la classe d'instruments financiers les plus accessibles au sein des fonds euro. Les green bonds, je le rappelle, ce sont des titres de créance où l'émetteur fournit au préalable des informations sur le caractère vert des projets qui seront financés par le titre. Au-delà de cet aspect, ce sont globalement des obligations comme des obligations classiques. On en trouve dans des fonds ou en direct. On a des émetteurs privés comme publics. Et d'ailleurs, dans les émetteurs publics, le Trésor français est assez actif et a levé le montant record de 8 milliards pour une OAT verte en janvier dernier, à échéance 2049. Néanmoins, et particulièrement sur les émetteurs privés, eh bien, le marché est un peu entaché d'une réputation de greenwashing. Et ça, c'est notamment au fait que le marché, l'offre des green bonds s'est beaucoup développé, alors que la réglementation n'a pas pu suivre finalement ce développement. Et en fait, on remarque des pratiques très hétérogènes. Les finalités des fonds sont pas, voire, en tout cas peu, voire pas contrôlées. Et puis globalement, il n'y a pas de sanctions en cas de non-respect des projets qui étaient soi-disant financés. Alors là, également, le marché va se réglementer sur le sujet. Il y a un règlement européen qui est en cours d'application qui vise notamment à déposer une appellation européenne, donc Green Bonds européen, qui fournira notamment un certain nombre de garanties sur le respect des projets verts financés. Concernant les autres actifs, donc plutôt les actifs risqués, donc les actions, l'immobilier ou encore l'infrastructure, leur accessibilité se fera plutôt au travers de fonds à thématique que Sandrine présentera un peu plus en détail dans la partie suivante. Mais là, encore une fois, l'accessibilité des fonds à thématique dans le fonds euro se fera au regard de la liquidité et du risque. Et c'est encore ces deux critères qui excluent la dernière classe, le non-coté, alors que cette classe d'actifs est la porte d'entrée pour le financement de l'économie réelle et donc les entreprises qui doivent vraiment se transformer. Donc, ceci étant dit, est-ce que le fonds euro a capacité à investir davantage dans le financement de la transition écologique ? Eh bien oui, c'est le cas, et notamment au travers de trois principaux arguments. Notre premier argument, c'est que, comme je le disais, le marché des green bonds est en pleine expansion, l'offre se développe et il y a vraiment capacité à aller chercher les obligations green bonds plutôt que des obligations classiques au sein du fonds euro. Comme je le disais, c'est assez similaire et notamment en termes de performance. Le deuxième sujet, c'est que comme les taux sont à des niveaux plus acceptables, ça relâche finalement les contraintes en termes de politique d'investissement et les capacités d'aller chercher effectivement un peu plus de fonds thématiques que lorsque les taux étaient bas. Et le troisième sujet, c'est effectivement ce qui pourrait venir avec les évolutions du cadre prudentiel. Donc il y a une revue de la formule standard qui est en cours, et notamment, vous le savez, il y a le sujet des LTI. Donc les LTI, c'est la détention d'actions sur le long terme qui peuvent bénéficier d'un choc réduit dans le cadre de la formule standard. Alors on est toujours dans l'attente des mesures de niveau 2, néanmoins ça va plutôt dans un assouplissement des mesures et donc une possibilité d'avoir des chocs réduits pour des actifs, enfin des actions long terme, donc des actions qui pourraient financer notamment la transition écologique. Toujours dans le cadre prudentiel, il y a également aussi, l'EIOPA est en discussion sur l'intégration du risque de transition au cadre de la formule standard, et son intégration pourrait effectivement jouer sur le coût en capital des actifs soumis à un risque de transition et aller effectivement, enfin en tout cas d'orienter davantage sur des actifs verts plutôt que des actifs bruns. Donc en conclusion, il y a capacité à investir plus, et il y a d'ailleurs un fonds euro qui est sorti récemment au sens de l'article 9 du règlement SFDR. C'est un vrai objectif
d'atteinte en termes d'enjeux climatiques, et d'autres devront suivre. Néanmoins, ce qu'il faut retenir sur cette partie, c'est que si le fonds en euros a capacité à investir davantage, ça reste très limité. En fait, dans les faits, c'est très compliqué pour les assureurs d'aller de garantir notamment des actifs risqués sur ce sujet-là. Et ce qui risque de se passer, c'est d'avoir essentiellement des fonds euros composés de green bonds. Et le deuxième point, c'est que même si la réglementation pousse à apporter plus de transparence sur ces fonds-là, le fonds euro reste quand même globalement assez opaque pour les assurés. Et l'assuré qui veut suivre l'impact réel de ces investissements devra plutôt se tourner vers une offre en unité de compte. Donc le fonds euro peut faire mieux, mais ne peut pas satisfaire l'ensemble des besoins et des attentes. Donc, une fois qu'on a présenté ces limites sur le fonds euro, l'idée, c'est de trouver justement des alternatives sur le long terme. Les premières alternatives proposées sont forcément les unités de compte. Donc, depuis quelques années, nous observons sur le marché français la mise en place de labels permettant de reconnaître les unités de compte vertes, solidaires ou responsables, et permettant surtout de clarifier et d'orienter sur les investissements, sur le choix des investissements qui a été fait par les sociétés de gestion au regard de ces fonds. Donc on a 4 labels qui ont été créés en France. Donc le label Greenfin. Ce label Greenfin s'oriente surtout sur la transition énergétique et écologique. Le label Finansol. Le label Finansol, c'est plutôt pour les fonds qui ont une démarche solidaire et inclusive. On a aussi le label ISR, donc pour investissement socialement responsable, qui a été créé par l'État français pour identifier les fonds qui, dans leur stratégie d'investissement, mettent en place des critères ESG. Et le tout nouveau, le dernier, le label Relance. Le label Relance, il a été créé après la pandémie du Covid-19 pour favoriser l'épargne, enfin pour mettre en avant les fonds dont l'épargne était investie pour relancer l'économie. Donc on a 4 labels, ça veut dire qu'on peut avoir pas mal de fonds finalement et qui peuvent être des unités de compte dans ces différents labels. Sur le label Greenfin, on peut avoir par exemple des fonds à thématique verte, donc qui favorisent la transition énergétique et écologique, l'énergie renouvelable ou la lutte contre le changement climatique, mais aussi des fonds à infrastructure verte. Sur le label Finansol, on va trouver des fonds de placement solidaires qui investissent dans des projets d'économie sociale et solidaire. Et dans le label ISR, vous allez pouvoir trouver des OPCVM ISR, de l'immobilier durable, des actions aussi, et du private equity. Donc on a des labels et on a aussi, grâce à certains dispositifs réglementaires, une offre finalement qui est de plus en plus favorable à la transition. Je pense par exemple à la loi Pacte en 2019. La loi Pacte oblige les compagnies d'assurance de proposer dans leurs produits finalement une unité de compte responsable avec le label ISR, une unité de compte verte avec le label Greenfin et une unité de compte solidaire. Cette obligation de référencement est confirmée par la loi Industrie verte en 2023. Mais la loi Industrie verte va aussi un peu plus loin, puisqu'elle renforce l'obligation d'information aux assurés à travers notamment la documentation contractuelle qu'on leur fournit, et ouvre aussi, dynamise un peu plus le private equity en obligeant finalement à fixer un minimum d'actifs en private equity dans les grilles de gestion pilotées. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on a des unités de compte qui peuvent, et surtout maintenant qui doivent rentrer dans les contrats d'assurance vie, des unités de compte vertes bien sûr, qui peuvent et doivent rentrer dans les contrats d'assurance vie. Mais on voulait vous présenter, on a comme idée que le PER, qui est un contrat donc retraite, peut aussi aider et peut permettre d'aller chercher plus finalement d'actifs verts sur le long terme, notamment grâce à son horizon d'investissement, qui est un horizon d'investissement plus long terme, à sa liquidité. La liquidité du PER est réduite au regard de l'absence d'options de rachat, ce qui va permettre d'aller chercher finalement des actifs verts. Dans le PER, vous allez aussi trouver de la gestion pilotée qui est obligatoire. Ça va permettre aussi aux assureurs de proposer des profils d'investissement intégrant les critères ESG et privilégiant les actifs verts.
Donc les unités de compte sont une vraie alternative pour permettre à nos assurés finalement d'avoir des actifs permettant la transition écologique avec plusieurs bénéfices. Donc déjà, donner à nos assurés cette possibilité d'investir dans des fonds responsables, verts et solidaires en direct, proposer des supports finalement qui sont alignés avec les convictions et les valeurs de nos assurés, apporter des capitaux supplémentaires aux entreprises innovantes, par exemple dans le domaine de la transition énergétique, et développer le private equity. Cependant, l'offre reste quand même, il reste quand même des limites sur l'offre en unité de compte verte. Donc l'offre n'est pas totalement en place. La transparence dans le choix des unités de compte dites vertes est quand même limitée pour l'instant. Donc les labels, notamment le label ISR, est en cours de revue. On a une complexité pour les assurés de faire finalement du picking parmi potentiellement toutes ces unités de compte avec ces différents labels, donc des assurés qui peuvent avoir le sentiment d'être perdus. Et on a aussi une profondeur de marché qui est encore limitée en termes notamment d'offres. Et je passe plus rapidement, mais bien sûr, les unités de compte, on a une perte en capital, ce qu'on n'avait pas avec l'euro. Donc les enjeux aujourd'hui pour les assureurs, ça va être de développer cette gamme d'unités de compte vertes, responsables et solidaires, mais surtout d'apporter de la lisibilité aux offres, donc en renforçant l'information aux assurés et en renforçant la clarté des offres proposées, peut-être en limitant le nombre d'offres ou en proposant des gestions pilotées ou profilées plus engagées qui pourraient permettre aux personnes moins averties en fait, d'investir sur ce type de support. Je vous disais que donc, les unités de compte n'avaient pas on avait un risque de perte en capital. Donc on a réfléchi à une autre alternative qui pouvait être finalement un compromis entre les unités de compte, entre les unités de compte et l'euro, et on a donc pensé à l'euro-croissance. Pourquoi ? Compromis parce que sur l'euro-croissance, vous allez trouver une garantie en capital par rapport aux unités de compte, mais par contre, cette garantie en capital par rapport à l'euro va être au terme du contrat et non à tout moment. Finalement, le fait que cette garantie soit au terme du contrat, ça va nous apporter de la flexibilité dans notre politique d'investissement qu'on n'avait pas forcément avec l'euro. On va pouvoir faire des investissements plus long terme et du coup, on va plus pouvoir diversifier nos investissements. On aura aussi potentiellement une meilleure perspective de rendement en raison justement d'une allocation plus dynamique. Mais attention, sur l'euro-croissance, on reste encore, malgré les simplifications de la loi Pacte, dans une offre qui est complexe pour nos épargnants et dans une offre qui n'enlève pas la contrainte de l'euro sur l'opacité des investissements, puisqu'il est quand même difficile de trouver parfois la composition des fonds, que ce soit du fonds euro ou de l'euro-croissance. Donc pour les assureurs, les enjeux finalement pour l'euro-croissance rejoignent un peu les enjeux qu'on peut avoir sur les unités de compte. Il va falloir renforcer la lisibilité de l'offre euro-croissance, restaurer son image, j'ai envie de dire apporter de la pédagogie à ce produit et pourquoi pas proposer un fonds euro-croissance engagé. Il nous semblerait pertinent, par exemple, à l'instar de l'euro climatique, de créer pourquoi pas un euro-croissance climatique. Donc, en conclusion, l'offre épargne actuelle n'est pas totalement compatible avec les enjeux de durabilité et de transition que nous avons tous aujourd'hui. Le fonds euro, à lui seul, oui, il permet d'investir davantage dans le financement de la transition, mais à lui seul, il ne comble pas tous les besoins et les attentes de nos assurés. Les assureurs donc, doivent promouvoir un modèle plutôt hybride et continuer à proposer des alternatives à ce fonds euro. Nous pensons que les efforts doivent être portés sur la lisibilité de l'offre et le développement de la gamme, en faisant quand même attention à la qualité et à la profondeur de marché des actifs durables. Toute cette transition, finalement, ne serait pas possible non plus sans notre régulateur. Donc, pour atteindre cette trajectoire, il faut que le régulateur continue à réorienter finalement les capitaux en faisant attention tout de même de mener ces actions de manière progressive puisqu'il faut quand même attendre la maturité du marché. Merci beaucoup. On est à votre disposition si vous avez des questions.
Bonjour et merci beaucoup pour cette présentation. Pour ma part, j'ai une question, c'est que effectivement, je vois bien l'intérêt effectivement d'orienter une partie des investissements de l'épargne vers les UC vertes. Mais côté épargnant aussi, j'imagine qu'il y a un intérêt, mais il y aura aussi des attentes de performance et de rendement. Et du coup, ma question, pour en venir à ma question, c'est de savoir s'il y a des études sur la performance des fonds labellisés comparés aux fonds non labellisés ou à court, moyen, long terme, performance, volatilité, risque, enfin voilà, une vision sur cette partie-là, s'il vous plaît. Merci. Alors, effectivement, on n'oublie pas la performance. Ce qu'on a pu voir dans nos recherches, c'est que, j'ai envie de dire, à risque équivalent, en général, les fonds verts vont avoir un niveau de performance qui va être de 10 bips en dessous des mêmes OPCVM, par exemple. Et on a aussi regardé les performances, par exemple, des SCPI, des SCPI labellisés ISR. Si on regarde en 2023, la moyenne des SCPI, la moyenne de rendement des SCPI labellisés ISR, c'est entre 4 et 5%. Et il y a des SCPI qui atteignent même du 8-9%. Donc on peut trouver, en investissant dans des fonds labellisés ISR, de la performance. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Oui, je peux parler aussi des green bonds. Je le disais tout à l'heure, elles sont à peu près à performance identique, puisque ce qui va surtout jouer, c'est la signature de l'émetteur et pas forcément le caractère vert des projets qui sont financés. Et puis, il y a un autre point qui est intéressant. Alors, on se confronte à un sujet de données sur notamment les études historiques de la performance. Mais quand on regarde les travaux de l'EIOPA pour intégrer le risque de transition, l'EIOPA va bien entendu avoir une approche scientifique de la chose, et l'étude de l'EIOPA démontre que notamment sur certaines classes d'actifs, les actifs verts, qui ont donc un risque de transition plus faible, ont moins de volatilité que les actifs bruns. Donc il y a effectivement un sujet volatilité qui est encore à instruire et à perfectionner, mais en tout cas qui va dans le sens où que là potentiellement les actifs verts seraient moins volatiles. En tout cas sur certaines classes d'activités, mais on en est encore loin d'avoir complètement abouti sur ce sujet. Bonjour, merci pour cette présentation et merci Gildas pour la question qui est très bonne et sur laquelle je voudrais rebondir. En fait, j'ai l'impression qu'il y a quand même un problème et qui me met mal à l'aise avec ce sujet en général, c'est qu'on a quand même un devoir fiduciaire vis-à-vis de nos clients. On doit chercher de la performance pour eux parce que c'est pour ça qu'ils viennent chez nous. Et en fait, de dire on va restreindre l'univers d'investissement, ça veut dire mécaniquement qu'on détériore le couple rendement-risque parce que plus l'univers d'investissement est large, plus on a la possibilité de créer des portefeuilles qui vont faire de la diversification, etc., dans lesquels on va pouvoir neutraliser les risques. Alors maintenant, l'univers d'investissement, fiduciairement, on est tenu de l'avoir le plus large possible. Alors il est quand même limité par la réglementation. On ne fait pas du trafic d'armes ou du commerce de drogue, etc., parce que ça, on n'a pas le droit. Donc c'est les règles du jeu, on ne peut pas le faire. Maintenant, le reste, au nom de quoi on ne va pas faire une chose qui est bonne pour notre client? Et du coup, j'ai bien aimé la conclusion de votre présentation parce que vous dites le régulateur intervient. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas que le régulateur prenne ses responsabilités et dise on va interdire telle ou telle industrie, alors potentiellement avec un plan de transition, etc. Mais je n'ai pas vraiment le droit de dire à mes assurés j'investirai que dans du vert. Ça pénalise leur couple rendement-risque. Merci Jacques. C'est une très bonne question et honnêtement, on sait que c'est central dans notre sujet. Donc on a volontairement pris l'angle de pas entièrement traiter le sujet de la rentabilité, mais bien entendu on a un devoir de conseil et effectivement l'enjeu du couple rendement-risque est très lié à la profondeur du marché. Et c'est un petit peu aussi le point de la conclusion quand on disait qu'il faut attendre la maturité du marché, c'est que bien entendu, il faut aussi que cette offre, elle soit attractive et qu'il y a des vraies opportunités de rendement derrière lorsque l'assureur le propose à ses assurés. Parce que sinon, effectivement, on se confronte au sujet du devoir de conseil. Et puis, effectivement, le régulateur peut aider sur ce sujet parce que, évidemment, s'il commence à exclure réglementairement certaines classes d'actifs, en tout cas certains secteurs d'activité plutôt, pardon, forcément, ça change les règles du jeu et c'est plus confortable pour l'assureur.
d'orienter sur les capitaux verts. Après, je pense qu'il y a un autre point qu'il faut aussi avoir en tête sur le sujet, c'est que, en tout cas, si on croit les sondages, les assurés veulent, enfin, parmi les attentes des assurés, il y a cette volonté d'aller davantage sur des actifs durables. Donc, il y a aussi le fait de les conseiller au regard de leurs attentes, tout en effectivement, bien entendu, d'avoir la pédagogie de leur dire que c'est peut-être à défaut de un peu plus de rendement si on est allé sur d'autres classes d'actifs. Mais en tout cas, s'ils veulent aller sur ces classes d'actifs-là, eh bien, il y a la possibilité de le faire. Et donc, c'est un petit peu ce que je pense que disait Sandrine quand elle parlait de développer un peu plus la gestion pilotée, en tout cas de récolter un peu plus les informations d'assurés, parce que peut-être certains assurés seraient prêts à accepter un peu moins de rendement pour un peu plus d'équité dans les investissements. Et si je peux compléter ce dernier point, c'est notamment dans la SFDR, justement, on demande ça en fait. Aujourd'hui, on va devoir, dans nos queries, introduire ces questions. Justement, alors l'idée, c'est pas de faire 100% du vert forcément pour nos assurés et de se restreindre qu'à ce type d'actifs, mais en tout cas de leur proposer. Et aujourd'hui, la réglementation nous demande aussi de proposer ces classes d'actifs, et notamment dans les questionnaires de connaissances clients, où on va devoir, pour matérialiser le conseil, leur poser ces questions-là. Est-ce que vous voulez plus ou moins du vert dans vos profils ou dans votre gestion, et adapter justement le conseil à l'envie de nos assurés. Bonjour. Pardon. Non, si tu avais une question, tu peux... Oui, mais tout à fait. Mais il faut, comme disait Sylvain, dire combien êtes-vous prêt à accepter de rendement en moins. Parce que me dire, est-ce que tu veux du vert? Oui, je veux du vert forcément. Maintenant, combien je suis prêt à accepter? Il va falloir leur montrer les risques, effectivement, en termes de performance. J'avais une question, mais je pense que tout le monde a un peu la réponse. Pour parler d'investissement vert, vous avez pris en référence les labels. On a SFDR qui nous demande justement de poser des questions extra-financières sur les articles 6, 8, 9, taxonomie, toutes ces choses-là. Du coup, ma question, est-ce que vous avez est-ce que vous avez des chiffres un peu sur l'appétence des épargnants sur SFDR, même si je pense qu'on a la réponse? Voilà, à savoir un peu ce que vous pensez de cette classification SFDR vis-à-vis des labels. Alors, sur l'appétence des épargnants, j'ai pas de chiffres en tant que tel à donner. Après, effectivement, je pense que, et c'était un petit peu le sujet de notre conclusion, il faut que tout cela se mette en place dans un rythme qui est cohérent, c'est-à-dire en termes d'offres, en termes de réglementation. Et c'est ce qu'on voit notamment sur la partie Green Bond, quand je parlais de réglementation pas en place, et ce qui fait qu'on est un peu taxé de greenwashing sur certains titres. Je pense que c'est un peu le même sujet sur la réglementation extra-financière. Aujourd'hui, on est quand même pas mal confronté aussi à des sujets donnés, notamment pour pouvoir faire le lien entre les actifs et la taxonomie verte. Et donc notre conclusion, en tout cas notre avis sur le sujet, c'est qu'il faut que tout ça se mette en place, il faut que la data suive. Et aujourd'hui, je disais tout à l'heure qu'il y avait un fonds en euros au sens de l'article 9 qui était sorti, donc c'est-à-dire avec un objectif d'investissement chiffré notamment sur la taxonomie verte. Et ça, c'est quelque chose de relativement très compliqué à faire aujourd'hui chez les acteurs de l'épargne. En fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, en tant qu'actuaire, on est soumis, nous, à SFDR, on doit poser des questions, vous le savez. Et c'est vrai que quand on se rapproche du marketing, eux, ils préfèrent mettre en avant les labels, qui sont beaucoup plus parlants pour les épargnants. Et donc voilà, c'était savoir un peu... Vous avez choisi l'angle label et pas trop SFDR, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas encore de profondeur de marché. Des articles 9, il y en a peu. Voilà. Non, merci. Alors bonjour, merci pour cette présentation. En fait, je vais rebondir sur une des alternatives en fait que vous avez proposées, notamment en fait de recours à la gestion pilotée. Donc récemment, en fait, il y a eu une étude de Good Value for Money, des prescripteurs de contrôle d'assurance, et ils ont montré que
concernant la gestion pilotée, ce sont plutôt les profils les plus offensifs, en fait, les plus dynamiques, qui ont de la rentabilité. Que généralement, en fait, les clients qui souscrivent à ce type de gestion, ils ont un rendement qui est faible au vu en fait, des frais qui sont prélevés sur les UC. Vous n'êtes pas sans savoir en fait, que sur les unités de compte, c'est un millefeuille. Donc il y a en fait, les frais du gestionnaire en fait, d'actifs, il y a les frais en fait, de l'assureur, etc. Donc c'est vraiment un millefeuille qui fait qu'au final, la gestion pilotée n'est pas si rentable que ça. En plus de ça, on sait que sur les unités de compte, l'épargnant français classique, il a une aversion au risque telle que, généralement, il investit sur les marchés financiers quand c'est au plus haut et il a tendance en fait, à sortir quand il y a une crise et qu'au journal de TF1, en fait, on parle que sur le CAC 40, en fait, on a voilà, une baisse du CAC 40 de 10%, et là, il va sortir en fait, ses billes. Donc, ce qui fait qu'il risque de se prendre en fait, ce qu'on appelle le maximum drawdown entre le point haut et le point bas. Et est-ce que, en fait, au final, on commence un peu à initier les épargnants à la transition verte? Est-ce que l'idée, ce ne serait pas, en fait, d'initier les épargnants ou même commencer dès le plus jeune âge, en fait, à l'éducation financière, à l'acculturation, en fait, financière pour justement pouvoir investir, avoir cette appétence, en fait, à aller vers des actifs plus risqués, comme, par exemple, les anglo-saxons. En France, on a, disons, comment dire, des garde-fous qui permettent, par exemple, quand on perd son emploi, on a France Travail, Pôle emploi, qui permet voilà, de rester quelque temps voilà, sans salaire. Et est-ce qu'au final, tout ça, ça ne fait pas que l'épargnant français, il est, disons, bien entouré et qu'il n'y a pas besoin en fait, d'aller chercher beaucoup plus de risques parce que, contrairement aux Américains, en fait, qui peuvent perdre leur emploi du jour au lendemain et sans droit d'indemnité chômage, qu'on a en fait une certaine sécurité sociale, certaine sécurité financière. Et pour le combler, il faut, dès le plus jeune âge, être initié en fait, à cette culture d'investissement dans les actifs risqués. Alors, moi, je ne sais pas si dès le plus jeune âge, il faut qu'on nous apprenne ce que c'est que la finance. Mais de manière générale, je pense que c'est notre rôle en tant qu'assureur. Et on peut faire le lien aussi, enfin, nous, en tant qu'actuaires, avec les équipes de marketing, pour apporter de la pédagogie, notamment sur les unités de compte. Moi, je travaille aujourd'hui dans une compagnie qui s'est lancée en vendant que des unités de compte. On n'avait pas de fonds euros, donc c'était un pari plutôt lourd, surtout dans l'environnement actuel. Mais l'idée derrière, c'est justement, enfin, ça rejoint un peu ce que vous dites, mais pour moi, alors peut-être pas dès le plus jeune âge, mais il faut apporter de la pédagogie, il faut apporter de la lisibilité aux offres pour justement que les clients ne rentrent pas au pire moment et ne ressortent pas au pire moment, entre guillemets. Enfin, il faut faire en sorte que nos clients n'aient pas ce max drawdown, mais c'est à nous, en tant qu'assureurs, d'apporter cette pédagogie. Je ne sais pas si on a autre chose à... Non, à peu près d'accord avec la plupart des éléments que tu as dit. Effectivement, l'épargnant français, en tout cas l'assuré français, est assez particulier. Hein. Il est très attaché à ses garanties, notamment au capital. Des fois, ça nous embête, puis des fois, on est très bien content. Et on est notamment content en 2023 quand on voit les sorties du fonds euro en France par rapport aux autres pays européens. On dit que c'est pas plus mal que le français était attaché à sa garantie en capital. Donc effectivement, je suis assez d'accord avec toi sur le fond du sujet. Mais néanmoins, il faut aussi composer avec le profil de nos assurés et les comprendre. Et après, le sujet de Good for Money et du système de prélèvement des frais sur la partie UC, c'est un sujet effectivement à part entière, mais qui, pour le coup, n'est pas totalement... Enfin, qui concerne à la fois les UC qu'on présentait, mais tous les UC, bien entendu, proposés par les assureurs. Okay, merci. Une question sur les frais de gestion. Enfin, est-ce qu'on ne peut pas jouer sur les justement frais de gestion pilotés sur les actifs plutôt verts versus ceux qui seront plutôt bruns, justement pour essayer de venir compenser le manque, en tout cas le manque de rentabilité que peuvent avoir des actifs qui seraient bons pour la transition versus les autres, et en venant augmenter finalement
la rentabilité que peuvent avoir des actifs bruns versus des actifs verts. Enfin, est-ce que ce ne serait pas notre rôle de pouvoir proposer ce genre de choses pour encourager l'investissement sur des actifs verts? Pas sûr d'avoir totalement compris la question, donc n'hésitez pas à me corriger. Est-ce qu'on peut faire des frais de gestion différenciés en fait, On peut, en tout cas, faire des frais de gestion différenciés, ça peut se faire. Enfin, ça reviendrait dire à ce que finalement l'assureur prend une partie désire porter une partie de la représentation des capitaux par lui-même, hein, puisque en fait, c'est lui qui supporte le coût que ça coûte de rediriger vers un actif vert ou un actif brun. Donc oui, c'est possible. Après, est-ce que je pense que ça serait mis en œuvre? Je ne sais pas. Je pense que c'est plutôt effectivement la réglementation qui va... et on l'a vu notamment au travers du cadre prudentiel avec ce qui peut se passer sur le coût en capital en fonction du caractère vert ou brun, qui peut jouer les choses. Je ne suis pas sûr qu'un mécanisme de frais différenciant soit forcément la piste qui s'est privilégiée, mais en tout cas, ce serait possible de le faire. Je ne sais pas si tu veux... Je pense que c'est complètement possible de le faire. Après, en plus, on pourrait rajouter de la transparence, par exemple, au niveau de ces frais. Le problème, c'est que ça expose aussi l'assureur à expliquer pourquoi il prend des frais de gestion différenciés et autres. C'est encore une fois dans une logique de pédagogie. Moi, je pense que ça peut être une bonne idée. Je le vois aujourd'hui. J'ai pas d'acteur en tête qui le fait, mais pourquoi pas? Ou sinon, pas prendre de frais du tout. Oui. Il y a une limite, non, mais après, pour moi, c'est une prise de position de la part de l'assureur dans ce sens-là. Alors, c'est pas du tout une question, mais ce genre de frais, ça existe, des subventions croisées, surtout dans les pays en voie de développement, j'avais vu ça, des produits où ils vendent un peu plus cher aux personnes qui ont les moyens pour pouvoir distribuer quand même aux personnes qui ont un peu moins les moyens, qui contribuent un petit peu quand même, mais pas à la hauteur de leurs risques. Donc ces systèmes de subventions croisées, sur les frais, ça doit être applicable aussi. Il ne doit y avoir de limite là-dessus, quoi. Oui, effectivement, ça existe. Après, basé effectivement sur des critères de durabilité, je ne sais pas, mais effectivement, le financement, financer une gamme de produits par une autre au travers d'une différenciation sur le niveau des frais. Je sais pas. 15h10, je sais pas si... dernière question, je crois qu'on est un petit peu en retard. D'accord. Juste une très rapide, en fait. Là, dans ce contexte de taux élevés, et on sait que la BCE va commencer à baisser prochainement ses taux, et du côté des États-Unis, on ne sait pas encore, mais peut-être l'année prochaine, si on devait lancer un fonds vert, en tout cas avec une dominante d'actifs verts, en termes de gestion du gap de duration optimale, quel serait en fait le moment? Est-ce qu'il faudrait se lancer dès maintenant ou faudrait attendre que la Banque centrale en fait, américaine et peut-être la Banque centrale européenne soient en phase en baissant leur taux? Ça dépend qu'est-ce qu'on lance comme type de produit. Après, sur un fonds en euros, si vraiment on anticipe une baisse des taux, autant aujourd'hui profiter des taux élevés, notamment sur les green bonds et sur le marché liquide, pour pouvoir proposer un taux attractif, notamment lorsque les taux seront redevenus à leur niveau faible. Donc ça nécessiterait effectivement pas forcément de gérer le gap de duration. Après le gap de duration, il faut quand même avoir un fonds en rythme de croisière pour faire sa gestion LM sur le sujet. Quand on lance un nouveau fonds, forcément, on va surtout chercher à servir un rendement attractif, en tout cas les premières années, puisqu'on va globalement axer la communication et le marketing en ce sens. Donc oui, on a plutôt, si on entend une baisse des taux à venir, on a plutôt intérêt à cristalliser les perspectives aujourd'hui qu'il y a, puisqu'effectivement sur la partie obligataire, et notamment sur les grey bonds, il y a des belles opportunités, il y a quand même des bons rendements qui sont servis.